Comment écrire du code JavaScript pas pertinent, performant, pardon. Euh, alors, déjà, on vous explique pourquoi JavaScript c'est lent. Bon, c'est effectivement pas la première chose que je me dis quand je parle de JavaScript, mais effectivement, si tu compares à des langages type C, c'est un peu plus assez différent. Donc, JavaScript, c'est un langage qui est pas compilé, qui a du dynamic typing, et ça, effectivement, ça coûte un peu de perf. Performe le type checking au runtime, donc quand l'application est en cours d'être lancée. Donc, quand on va exécuter votre code logique, votre algorithme, c'est à ce moment-là qu'on va checker les types. Et pas avant. Hein. Pas avant, donc, sous-entendre pas à la compilation, comme ça peut être fait en Java par exemple. Memory management. Donc, le JavaScript a sa propre logique avec un garbage collector type Java. Ça a un coût, mais je ne cache pas que c'est normalement assez basique. Alors, c'est un prototype based language. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ça? Qui a son prototype système. Effectivement, chaque objet Java a un prototype. En fait, l'objet c'est que vous créez en Java, c'est un peu comme il héritait de ce prototype. On peut modifier le prototype au runtime. Effectivement, j'ai déjà vu ce genre de truc en JavaScript, je pense, pour modifier certaines méthodes de prototype. Ok. Alors, on a différents moteurs de JavaScript. J'avoue que j'avais pas ça en tête. Mais en même temps, si c'est pas. Si ça a du sens. Donc on a V8 pour Chrome et Node.js, on a SpiderMonkey pour Firefox, et on a JavaScript Core pour Safari. J'imagine que les, les, les navigateurs non cités doivent utiliser ces trois-là. Et donc on nous dit que ces moteurs JavaScript ont différentes techniques pour optimiser, pour augmenter les performances. Et c'est censé augmenter, rendre plus rapide en tout cas vos JavaScript. Alors, ok, donc là on vous dit qu'on inline toutes vos fonctions. Ouais. On voit souvent, je pense, quand on fait du minimize de JavaScript. Je pense que ça fait un peu ce genre de choses en plus de faire du minimize. Ok, là j'ai pas bien compris la notion de classe cachée. Et surtout, on ne dit pas comment écrire du code performant. Alors, c'est quoi ces classes cachées? Shapes and structures are internal, conceptual.
D'accord, en fait, c'est le moteur qui va transformer nos classes en quelque chose de caché. Ok, ça l'aide d'aller plus vite. Ah, d'accord, ça va permettre d'utiliser que ce qui a besoin d'être utilisé. Ce que je comprends. Oui, ok, c'est ça. Ça redéfinit en fait une. Ok. Et a priori, en faisant ça, c'est plus rapide. Pourquoi pas. C'est intéressant ça en tout cas, ouais. Euh, Là, vous créez un chien qui s'appelle Rufus. Donc là, lui, il crée une classe cachée. Donc en fait, où il va définir ce qu'est votre classe en mettant juste le name, alors que peut-être qu'ici, vous avez un autre champ qui serait age, mais que vous définiriez pas ici. Donc là, on vous montre que quand vous créez ensuite un chien qui s'appelle Rufus et qui a 2 ans, bon, on va créer une autre classe cachée. En fait, on redéfinit un peu votre classe en créant des slots après. Slot name, slot to age. Et a priori, ça permet d'être plus rapide. Let's take a look at some new code. Donc là, si vous avez 2 fois le même chien, mais avec. Ah oui, là, j'imagine qu'il va y avoir deux. They want the order of properties matters. Ouais, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que le sens enfin, l'ordre des propriétés joue sur la création des classes cachées. Et donc là, effectivement, vu qu'ils sont déclarés à l'envers, ça va pas utiliser la même classe cachée. Donc on aura 2 classes cachées qui ont les mêmes properties, mais dans le sens inverse. Et donc là, ça désoptimise, d'accord, je comprends, mais on est dans le cadre où ça désoptimise. Là, ça désoptimise l'utilisation des classes cachées parce qu'en fait, on va déclarer deux classes cachées différentes alors que c'est juste. Alors que ça devrait utiliser la même si on avait mis dans le bon ordre les trucs. C'est intéressant, je savais pas. Je ne connaissais pas ce système de moteur JavaScript. Ah, et puis les petits schémas après, j'aimais bien les petits schémas. Ouais, j'ai un peu de visuel. Ok. Donc, ce qui est important, c'est les properties et l'ordre des properties, mais par contre, le type, a priori, on s'en fout. D'accord, ouais, ce qu'il dit là. C'est que là, typiquement, vous allez utiliser la même classe cachée avec le prop que dedans vous ayez un nombre ou une string value. Pattern pour éviter la désoptimisation. Mais d'accord. Vous déclarez quand même l'objet en mettant du undefined. Comme ça permet d'utiliser la même. Ça déclare dans le moteur JavaScript les deux properties. C'est intéressant, ouais, je ne connais pas du tout cette histoire de classe cachée. Alors, comment ça marche en TypeScript? Et parfaite transition, parce que je me posais la question. Aujourd'hui, on fait quand même. Enfin, personnellement, je fais quand même plutôt du TypeScript. Mais je pense que vu que le TypeScript se fait transpiler. Hmm. Let's look at how to declare in conjure within the optimization.
Oui, parce que d'accord, il est nullable. D'accord, ok. Alors plutôt que de déclarer, c'est intéressant parce que pareil, ça je savais pas du tout. Plutôt que de déclarer une variable qui serait nullable, euh, et du coup on pourrait créer cette classe-là, et bien sans ce truc-là, on va plutôt dire qu'on a cette properties qui est de type soit string soit nul. Comme ça, mais elle est pas ici, elle est pas nullable, ce qui fait qu'on est obligé de la CT et du coup on va mettre du nullable, enfin on va mettre du nul dedans. Et ça nous permettra d'optimiser cette histoire de classe cachée. Très très intéressant. Je me suis souvent demandé la différence entre ça et ça, et pourquoi utiliser l'un plus que l'autre. Bon, j'ai pas beaucoup approfondi parce que je pense que j'aurais pu trouver ça tout seul. Mais ici, du coup, c'est très clair. J'aime bien parce qu'en plus, la personne on nous dit que c'est jamais de soucier de ça avant et que pour lui, c'est un peu de l'over-engineering, à moins que vous ayez vraiment besoin d'une application où on parle en nanosecondes. Je suis souvent assez d'accord à propos de ce genre d'optimisation. C'est comme la personne qui vous dira de ne pas mettre un if parce que ça consomme plus, ou de pas mettre un switch, plutôt de faire des if parce que ça consomme moins. Bullshit. C'est bien, j'ai dit qu'il fallait être bienveillant au début du live. C'est pas tant du bullshit, mais voilà, souvent ça part en over-engineering, ce genre de choses, et puis c'est surtout pas suivi par toute l'équipe de dev en général, euh, ce genre de préco. Ça, c'est intéressant. Ça s'applique à tous les langages un peu, je pense. Et c'est intéressant. Plutôt que de faire un include qui va checker du coup dans euh, les deux arrêts, on dit de faire un set. Parce qu'un set, du coup, ça rend les valeurs uniques. Et du coup, quand vous utilisez le as value, en plus c'est beaucoup plus facile à lire. Donc vous allez gagner en complexité au runtime. On vous dit d'utiliser des maps pour les clés dynamiques. Ouais, parce qu'il a des. Pareil, il a des.
des opérations qui sont prévues pour ça. On peut avoir des clés de tout type, même booléenne. Et on est indépendant du prototype shell. Ça, map, prototype. Ah d'accord, ok, bah là il n'y a pas de prototype sur une map. On nous dit que 3 égale faster than 2. Oui, parce qu'effectivement, en JavaScript, il y a cette nuance. Tu peux appliquer le même equal. On utilise un strictly. Et souvent, ce qu'on veut faire, c'est du strictly. Hein. C'est pas celui-ci. Et on vous dit que ça peut être 15 fois plus lent d'utiliser celui-ci par rapport à celui-ci. Il y a un bon article, on va essayer. En plus, l'article finit juste après, donc on enchaîne sur celui-ci. En général, on dit souvent que c'est une bonne pratique d'utiliser celui-là pour avoir une comparaison stricte. Et souvent, c'est ce qu'on veut faire. J'avais pas la notion de 15 fois. 15 fois cela. Ok, il tire ça cet article-là. Alors, est-ce qu'on va comprendre pourquoi? Là, on va vous expliquer les différences entre le strictly et l'autre. Parce qu'effectivement, il y a différents niveaux de comparaison en JavaScript. Ouais, là, on va comprendre. Ok, donc sur les nombres, c'est pareil. Par contre, sur les strings, pourquoi on vous dit que... Ouais, je comprends pas le graphe là. On nous a bien dit d'utiliser celui-ci, sinon on est plus lent. Et le graphique ici nous dit que là on est Higher is faster. Ah non, ok. Higher is faster. More operation per second. Ok, j'avais pas compris. Donc là, plus c'est haut, enfin plus c'est élevé, plus du coup on peut faire d'opérations par seconde. Ah d'accord, j'avais pas compris. Je crois que c'était juste la comparaison par le temps en secondes, ce qui est improbable de mettre 300. Ok. Donc là, effectivement, on peut quasiment faire tout le temps. Sur les 4, on a une moyenne d'à peu près 200 000, 225 000 comparaisons par seconde, alors que là, on voit que on est beaucoup plus loin. Surtout, et on a cette petite diff sur le string. Alors, je pense que le 15 fois, il est surtout sur les 3 derniers, là. Et je sais pas vous, mais en général, on fait quand même plutôt des strictly equal sur les strings et les numbers. Du coup, est-ce que c'est si pertinent que ça? Je pense que ça reste une bonne pratique hein, d'utiliser le strictly equal. Mais je pense que... En plus, je pense qu'on l'utilise assez peu pour ce genre de type. Le code de mix column slowdown is now 4. Pas trop. En général, on essaie quand même de faire des comparaisons sur des objets simples et primitifs. En tout cas, chez moi, c'est ce que je fais. Du coup, le gain, il est quand même intéressant, mais c'est pas 15 fois dans la réalité. Ok, c'était intéressant cette petite interlude de JavaScript là. Alors, on avait cliqué sur celui-ci. Et je pense que ce sera peut-être le dernier article qu'on va voir aujourd'hui. Je sais pas où, mais moi j'ai bien aimé ce petit live chill là. On découvre ensemble les articles. On essaie de les comprendre ensemble. Ça me plaît pas mal.